Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre émission Une forêt de notre richesse. Donc cette semaine, on termine notre 4e saison dans un beau lieu. On est devant justement l'atrium du pavillon des jardins de l'Université Laval. On est bien sûr au Salon de la forêt. Cette année, le salon, son thème pour 2020, c'est Tire-toi une bûche qu'on jase de la forêt. Donc, c'est ça. Ce qu'on va faire, on va faire un petit peu différent. On est quand même venu il y a 2 ans, je vous dirais dans le milieu de la saison 2, pour vous présenter plusieurs intervenants ici. Mais ce qu'on va faire cette année, on va vraiment vous présenter une partie de la conférence de presse, des extraits de visites qu'on a pris tout de suite après la conférence de presse et aussi quelques intervenants qu'on va rencontrer durant notre prochain 2 heures ici. Ça se déroulait le 22 février 2020 ici à l'Université Laval. Donc, on va aller vous présenter tout d'abord quelques extraits de la conférence de presse. On vous revient tout de suite après. Exprimé dans un slogan qui emprunte au langage populaire. Hein? Tire-toi une bûche qu'on lâche de la forêt. Il me plaît ce thème-là, ce slogan-là, comme disait mon père, parce qu'il touche un point essentiel. Nous, à la faculté, au département des sciences du bois et de la forêt, c'est sûr que c'est notre pain quotidien. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Hein? Au ministère, c'est la même chose, mais il faut se rendre compte que la forêt, ça appartient à tous, surtout au Québec. Hein? Et on doit s'emparer de cette forêt comme un objet de discussion générale. Et je dirais, peu importe l'opinion qu'on a de la forêt, il faut en discuter. Il faut qu'il y ait une conversation forte qui anime notre population. On ne pourra pas faire avancer la cause de la forêt si elle est reléguée dans un discours entre spécialistes, entre des fonctionnaires, des chercheurs, quelques universitaires, quelques associations, quelques industriels. C'est une donnée générale. Ça peut créer de la controverse, ça peut donner parfois des débats un peu rugueux, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que ça montre que c'est au cœur de notre vie collective au Québec. Et puis, je suis heureux que nos étudiants en soient conscients. Bonjour Samuel, ça va bien? Très bien, et vous? Oui, ça va. Première des choses, j'aimerais que tu nous dises un petit peu, c'est quoi, pourquoi tu as choisi la foresterie, premièrement, comme étudiant? Comme étudiant, parce que la foresterie, c'est beaucoup de défis, autant au niveau logistique, connaissances, on travaille avec du vivant. Le vivant, ça évolue, ça change, et on travaille au niveau de la nature, aussi au niveau des changements climatiques et du développement durable. C'est vraiment pour ces éléments-là que j'ai choisi d'être en foresterie. OK. Puis, tu es dans quel secteur au niveau des cours? Je pense qu'il y a plusieurs départements. Là, oui, exact. Moi, dans le fond, je suis au baccalauréat coopératif en opération forestière. OK, parfait. Ouais. Puis là, c'est bizarre à dire, mais dans tout ton cheminement, tu as décidé de t'impliquer dans ce salon, dans toute l'organisation. Puis là, tu es devenu président. Souvent, on se chicane un peu pour ne pas être président, mais c'est quoi qui t'attirait justement dans ce défi-là? Qu'est-ce qui m'intéressait, c'était vraiment, je voulais vulgariser avec mes collègues sur la foresterie,
en général au niveau du grand public. Mais pourquoi j'ai pris le poste spécialement de président? C'est pour aider mes collègues qui avaient un peu moins d'expérience, pour être sûr qu'on ait un excellent salon et un très bel événement encore cette année pour notre 41e salon. Puis, il faut le mentionner, quand tu parles de collègues, il y a beaucoup de monde qui travaille ici aujourd'hui, puis toute la fin de semaine. Oui, exact. On a 26 étudiants qui font partie de notre comité, tant en foresterie qu'en environnement, pour l'organisation de notre semaine des sciences forestières. Ça, dans le fond, c'est une activité de toute la semaine, parce qu'il y a une semaine complète aussi qui est organisée, là. Exact, exact. Précédemment, on a eu la soirée Contes et légendes, on a eu le génie en arbre, ainsi que la journée de la recherche étudiante en foresterie. Puis finalement, le colloque Kruger, qui était à sa 30e édition cette année, qui portait sur la foresterie sociale, un enjeu à l'échelle humaine. Puis aussi, il faut le mentionner, il y a des conférences, il y a vraiment des activités le fun pour les étudiants, justement, pour ça. Parce que vous autres, là, dans le fond, c'est votre contact avec l'industrie qui commence ici, là. Oui, exact, exact. On a de nombreux partenaires qu'on sollicite à chaque année pour pouvoir déployer un salon et nous aider dans ce défi logistique, tel que l'Ordre des ingénieurs forestiers, le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, ainsi que les produits forestiers résolus, Domtar et compagnie. Vous avez beaucoup de partenaires. Exactement. Parce qu'on croit tous que la forêt, c'est une bonne cause et que souvent, c'est très méconnu auprès du public. Nous savons qu'une forêt bien aménagée, il y a du monde dans l'aménagement, il y a du monde dans les productions, mais une forêt bien aménagée a le potentiel de capter davantage de carbone. Nous savons aussi que les produits du bois sont un réservoir de carbone, par exemple dans les projets de construction, comme je le mentionnais. Et pour maximiser l'impact de la forêt québécoise, il faudra s'assurer qu'elle soit résiliente face aux conditions climatiques auxquelles nous sommes confrontés actuellement et que nous serons confrontés dans le futur. Il nous reste également à découvrir de nombreuses possibilités, puis on compte sur vous, pour que l'innovation dans le domaine des produits, des bioproduits, de la bioénergie, de la construction en bois nous amène à d'autres niveaux. C'est dire que nous avons de très bonnes raisons de favoriser l'aménagement forestier optimal, puisqu'il entraîne une augmentation de la production du bois. Tout un programme. Heureusement, nous ne sommes pas seuls. Il y a d'abord le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. On le considère comme un partenaire dans la lutte au changement climatique. Mais il y a aussi le Conseil de l'industrie forestière, il y a FP Innovation, il y a le Service canadien des forêts et bien sûr les équipes de l'Université Laval et de l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, nous allons poursuivre notre travail d'équipe. On va continuer d'être autour de la table, assis sur une bûche, à jaser, pour qu'on puisse ensemble découvrir des nouveaux moyens de faire évoluer le Québec. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la conférence de presse. Vous allez en voir des petits bouts tantôt. Il y a quand même, c'est quand même intéressant de voir que le ministère est ici, que vos profs, dans le fond, l'université au complet est un partenaire important puis qui vous appuie là-dedans, là. Je pense qu'ils veulent que vous continuez le dossier longtemps, là. Oui, en effet. Bien, c'est le 41e salon. On voit encore aujourd'hui qu'il y a beaucoup de connaissances qu'on ne maîtrise pas totalement, puis que plusieurs personnes veulent s'informer davantage. Puis on voit vraiment l'utilité du salon quand on voit une aussi bonne participation. C'est pour ça c'est tout le temps un bel événement à chaque année. Alors, c'est pour ça que la faculté, et le ministère et l'Université Laval nous encouragent et nous aident à avancer dans nos événements. On a parlé beaucoup de changement climatique aussi dans cette conférence-là, d'emprisonner le carbone, tout ça. Je pense que moi, quand j'ai commencé la série il y a 4 ans, on n'en parlait pas beaucoup. Je pense que c'est un thème qui de plus en plus est à la mode chez vous, là. Exact. C'est aussi qu'il y a de plus en plus de recherche à ce niveau-là. Okay. Parce que la séquestration du carbone a été récemment déterminé par l'ONU comme étant l'une des solutions pour les problèmes de changement climatique. Okay. Alors, c'est vraiment reconnu officiellement. Il y a beaucoup de littérature au niveau scientifique qui se déploie, puis il y a beaucoup de centres de recherche partout dans le monde qui évaluent ces pistes de solutions-là. Okay. Puis on se le fait enseigner de plus en plus dans nos cours à l'université.
Et dans ce classement d'impact, l'Université Laval était au 66e rang dans le monde. Et donc, pour nous, tu sais, je disais, l'expérience étudiante, l'engagement étudiant et l'excellence, nous, on veut être une université d'impact, pas nécessairement l'université qui a le plus de prix Nobel en sciences, qui a le plus de publications dans Science, dans les grandes revues mondiales, mais une université qui a de l'impact dans la société, qui a plus d'impact dans la société que d'autres. Et on était 66e globalement dans le classement d'impact, puis on pense que l'an prochain, on va monter dans les rangs de classement d'impact, on l'espère, on se croise les doigts. Mais comme université, on utilise une douzaine des objectifs de développement durable des Nations unies pour faire ce classement d'impact. Puis dans une des catégories, on était 19e, la catégorie approvisionnement responsable et gestion des déchets. Puis dans la catégorie lutte au changement climatique, on est 4e au monde. 4e au monde. Parce que depuis 4 ou 5 ans, on est carboneutre. On est la seule université québécoise carboneutre. Puis on est la seule université canadienne carboneutre sur une base volontaire. C'est-à-dire qu'en Colombie-Britannique, il y a d'autres universités qui sont carboneutres, mais la loi en Colombie-Britannique oblige les universités à être carboneutres. Mais ailleurs au Canada, ce n'est pas obligatoire. Puis on est la seule université au Canada qui est carboneutre. Puis on est carboneutre pourquoi? En grande partie à cause de notre forêt, la forêt Montmorency. Et donc, c'est la façon dont on aménage la forêt Montmorency en termes climatiques. On ne l'aménage pas juste pour le climat, mais on l'aménage parmi d'autres fonctions pour le climat. Je mentionnais la biodiversité, la qualité environnementale, l'impact socio-économique, puis l'impact pour les changements climatiques. Mais dans le domaine des changements climatiques, le rôle de la forêt Montmorency dans notre bilan carbone, puis dans notre carboneutralité, c'est presque le tiers de notre stratégie. Là, on regarde premièrement, on va commencer notre visite. Hein, c'est le fun de jaser, mais je pense que c'est votre élément important ici. C'est ce qu'on appelle vraiment... C'est vos partenaires majeurs qui sont ici, c'est ça? On a l'Atrium, on a nos partenaires majeurs ainsi que des exposants avec du matériel bien spécifique qui sont... on va pouvoir faire le tour pour les présenter. Oui. Ben, on peut le faire d'ici, puis on les prendra en images. Juste les, comme ceux qu'on voit ici présentement, bien, il y a Résolu qui est en plein centre, c'est ça? Produits forestiers Résolu, l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval. On a aussi la mission internationale en foresterie en Afrique du Sud cette année. Ensuite, on a un kiosque de la Semaine des sciences forestières pour présenter ce qu'on fait. Oui, c'est ça. Ensuite, on a aussi Angelo Trépanier, collectionneur de CH1. Oui, on l'a déjà interviewé, effectivement, il est spécial. Il y a une très, très belle collection. Pour vrai, impressionnant à chaque année. Ensuite, on a le Ressources naturelles Canada, le ministère Forêt Faune Parc avec les diverses directions. Ils ont aussi d'autres kiosques dans le grand salon de Chantier Chibougamau. On a aussi Charpente Beau-Rivage. On a Donald Ouellette Bardeau de Seine. Et on a en dernier Série Mobile Gilbert. OK. Donc voilà, ça vous donne une petite idée des kiosques qui étaient ici dans l'Atrium comme tel, qui est le grand espace quand on arrive. J'aimerais qu'on parle justement à l'arrivée, il y a l'Arche aussi. Elle était là il y a 2 ans, vous l'avez encore remontée cette année. C'est quand même spécial comme signe distinctif. Exact. L'Arche date d'assez longtemps. À chaque année, on le monte. C'était un projet avec des étudiants en architecture qui sont probablement rendus architectes depuis le temps. Oui, c'est ça, exactement. Et il faut vraiment démontrer la construction en bois. À l'époque où c'est qu'ils l'ont créé et décidé de le monter, c'était pour valoriser les structures en bois et parce que c'était pas très populaire à cette époque. Donc, c'était dans ce thème-là que l'Arche a été créée et depuis ce temps-là, on le monte à chaque année.
Alors Samuel, je trouve ça vraiment intéressant. On va faire le tour justement de quelques-uns des kiosques. Parce que dans le fond, vous avez mis les kiosques au 2e étage, mais vous en avez profité pour impliquer aussi les finissants. Exactement. Les finissants organisent leur bal, leur remise de joncs pour les ingénieurs forestiers. Ils ont besoin d'un financement et on les aide à ce niveau-là. Eux autres, ils viennent présenter des sujets qui sont moins touchés par certains de nos exposants. Alors, on a des thèmes qu'on considérait importants pour informer tout le monde. Eh bien, on les a intégrés dans les kiosques étudiants. Donc, on va en faire quelques-uns rapidement. On ne peut pas vous faire tous les détails, mais c'est quand même intéressant. Comment ici, ça c'est vraiment un de vos gros sujets parce que les maladies, les insectes, là, on en parle beaucoup avec nous autres, on vient de faire des émissions sur la grille du frein, mais il y a la tordeuse. C'est quand même très important pour vous autres. Là. Exact. La pathologie puis l'entomologie sont des facteurs importants de perturbation des forêts. Beaucoup de bois sont perdus chaque année à cause de maladies et beaucoup de coupes de récupération aussi sont à planifier qui sont causées par ces insectes et les maladies. Fait que, oui, c'est un facteur important. Des termes très techniques. On les connaît pas toutes, mais on essaie de dire ce qu'on connaît. Effectivement. Et juste en arrière, c'est les champignons. Les champignons peuvent être bons comme ils peuvent être nocifs aussi. C'est très important de le mentionner. Au niveau de la consommation, oui, faire très attention, vraiment vous assurer de bien connaître et bien identifier parce que deux champignons peuvent sembler semblables, mais un va être comestible et l'autre sera très nocif pour la santé. Et pour vous autres, les forestiers, un champignon, c'est intéressant. Ça aide la régénération justement du bois. Oui, bien surtout à la décomposition du bois pour les nutriments au niveau du sol. Il y a certains aussi champignons qui travaillent en symbiose avec l'arbre parce qu'ils doivent, surtout au niveau racinaire, certains champignons viennent synthétiser des éléments que la racine des arbres ne sont pas capables de produire. Donc, c'est une relation très complexe, certaines fois de partenariat et d'autres fois de maladie. De nuisance. Exactement. Mais ça serait faux de croire que ça ne fait que nuire aux arbres. Ce serait de quoi d'intéressant, surtout qu'on n'est pas capable de rejoindre tous les thèmes de notre salon. Alors, on s'est dit, en même temps, on cherchait un moyen d'encourager les gens à aller vers le cinéma forestier, vers le grand salon. Puis quoi de mieux que d'ajouter des kiosques et davantage d'informations pour s'éduquer. Et voilà. Eh bien, Samuel, j'aimerais que tu nous parles de celui-là, la survie en forêt. Oui, exact. Très intéressant. C'est très important de savoir être bien équipé, savoir quoi faire en cas de problème. Quand on s'en va en forêt, il faut toujours y aller de manière préparée. Sinon, ça peut très vite mal aller, comme on dit. C'est un métier qui est très individuel. Hein? Par exemple, quand on fait le repérage, le marquage des arbres, tout ça, on y va tout seul. Hein? Oui, régulièrement, mais il y a de plus en plus de nouvelles technologies pour nous aider justement à ce niveau-là, telles que les spots où c'est si on est en difficulté, on peut envoyer un message au niveau satellite, ça s'en va direct au bureau, puis il nous envoie de l'aide. Fait qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies en lien pour améliorer la santé et sécurité au travail au niveau de la foresterie, parce qu'on sait que le métier de forestier, c'est quand même dangereux. Alors, s'il n'y a pas il y a des précautions à prendre. Oui, c'est ça, exactement. Au prochain kiosque, c'est la dendrométrie. Fait qu'explique-nous un petit peu, Samuel, qu'est-ce que notre copain va faire ici? Oui, ici, on va avoir Antoine qui va prendre avec la sonde de Pressler un échantillon du tronc pour être capable de sortir un bout de l'arbre pour être capable de visionner le nombre de cernes et être capable de déterminer l'âge. Alors, quand l'arbre est encore sur pied, on ne voit pas nécessairement ses cernes. Donc, avec la sonde de Pressler, on est capable de venir extraire le xylème à l'intérieur pour ainsi compter l'âge. Alors, on le voit ici, ça nous donne exactement ça. Hey, c'est vraiment spécial. Hein? Exact. Fait que pas de besoin de couper un arbre pour savoir son âge. La sonde de Pressler nous le permet.
Alors Samuel, dans le fond, prochain thème, c'est matériaux bois et développement durable. On en a parlé un petit peu dans la conférence de presse. C'est comme d'intégrer le bois dans les structures, dans les constructions, et aussi de déterminer les sortes de bois qu'on a besoin. Oui, exact. Le monde sont de plus en plus conscients que le bois est justement une ressource inestimable, nécessaire justement à la lutte au changement climatique. Et à ce kiosque, on explique vraiment à quel point cette ressource est utile pour les changements climatiques. Puis on montre des exemples justement avec les maisons. Là. Exact. Des belles petites structures, ainsi que les différents sortes d'essence qu'on peut retrouver. Ouais, on peut en voir ici à l'écran. Donc, vous avez la sorte d'essence avec ce que ça a l'air quand c'est coupé en petites planches comme ça. Exact, le français et latin. Voilà. Ah oui, vous autres, vous en servez beaucoup du latin. Oui, c'est important. Ça l'aide à faciliter la recherche dans la littérature scientifique. Effectivement. En anglais et en français, on n'appelle pas un épinette noire pareil. Fait que, là, en utilisant le latin, on est capable de trouver dans toutes les langues ce qu'on recherche. Avant de passer au prochain kiosque, je fais remarquer aux gens que vous avez tous un T-shirt avec le slogan de cette année qui est très original. Oui. Tire-toi une bûche qu'on se parle, dans le fond? Oui, tire-toi une bûche qu'on jase de la forêt. Qu'on jase de la forêt, exact. Le but était vraiment de communiquer notre passion au niveau de la forêt et ce thème s'intègre bien dans notre volonté de passer notre message. Alors, on entend souvent, Samuel, ce terme sylviculture. Qu'est-ce que ça veut dire? La sylviculture, c'est la planification des travaux qu'on va faire en forêt pour s'assurer que la régénération forestière soit constante, pour être certain que les peuplements, peu importe leur stade de vie, puissent justement accroître et devenir les forêts comme on les voit. OK. D'ailleurs, vous avez un carton juste en arrière, explicatif avec les 4 étapes. Là. Exact. Donc, ça, c'est plus au niveau avant que le peuplement devienne commercial. Oui. Donc, on a la préparation de terrain, qui peut être le scarifiage, le dégagement, la mise en andain, où c'est qu'on vient vraiment dégager le sol des résidus après coupe pour être capable ensuite d'effectuer le reboisement, le regarni ou la plantation. Okay. Une fois que ces travaux sont faits, si il y a des espèces qu'on considère plus envahissantes, telles que le framboisier qui nuit à la croissance des jeunes plants, bien, on peut déterminer après un inventaire si le dégagement et le nettoiement à l'aide de débroussaillage sont nécessaires. C'est nécessaire. Okay. Et ainsi, une fois que le débroussaillage et le dégagement a été fait, puis on décide qu'il est encore nécessaire de venir réduire la densité du peuplement parce que elle s'entrenuit dans leur développement, eh bien là, on va avoir tendance à vouloir aller faire un éclairci pré-commercial. C'est intéressant aussi de voir les 4 dessins, ça montre exactement là, les étapes que tu viens d'expliquer. Exactement. Le tout, c'est des outils que les ingénieurs forestiers ont pour s'assurer d'une bonne régénération des forêts, mais on les applique que quand ils sont nécessaires. OK. Alors, dernière section, mon cher Samuel, c'est le leader, et ça, là, c'est rendu quasiment facile de faire Oui, bien, c'est sûr qu'avec le leader, on est capable d'avoir plusieurs informations assez importantes. Donc, le relief du terrain, la présence, l'accumulation d'eau, aussi avec le modèle de hauteur de canopée, on est capable de dire la hauteur des forêts, la densité aussi, le tout en mixant des outils qu'on a déjà puis qu'on connaît très bien, c'est-à-dire la photo-interprétation. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un leader, c'est vraiment un avion, un drone qui se promène sur les forêts et qui prennent des images, c'est ça, hein? Oui, bien, en fait, c'est un avion qui projette un laser vers le sol. Ce laser, quand il percute un arbre, il percute le sol et aussi il percute au milieu des branches. Okay. Donc, ces 3 lasers-là, quand ils percutent chacun leur objectif, ils reviennent à l'avion et ils sont capables de dire la distance qu'ils étaient, puis on est capable ainsi de faire les différents produits
dont le modèle de hauteur de canopée et le relief du terrain. OK. Ça vous donne justement des cartes assez précises comme ça. On peut mettre les vraies couleurs et dire c'est quoi les vraies densifications de population. Oui, en fait, c'est plus ici. On voit les plans d'eau, la densité des peuplements. On peut voir aussi les pentes. On voit avec les chemins forestiers aussi qu'ils se situent. Ça aide vraiment beaucoup à la planification des travaux, autant inventaire qu'opération, que de la planification au niveau des scénarios sylvicoles et de voir où c'est qu'on est rendu. Là, tu me disais tantôt que ces données-là sont disponibles aussi pour le public, pour tout le monde? Les données sont disponibles à tout le monde. Il faut aller sur le site du ministère, mais ils sont ouvertes. C'est sûr qu'il faut des logiciels pour être capable de les utiliser. Que ArcGIS est un des logiciels qui permet de cartographier, mais il est aussi possible de consulter sur la carte interactive que le ministère de la Forêt, des Fonds et des Parcs met sur leur site. C'est sûr qu'il y a certaines régions qui n'ont pas encore été cartographiées au niveau LIDAR, mais la plus grande partie du Québec a été faite. Si mon erreur, si je ne me trompe pas, la carte ici démontre les dates de passage de quand l'inventaire sera réalisé et fait et disponible pour la population. Ah oui, c'est vrai, 2000-2021, effectivement, tu as raison. Exactement.